Bonjour, vous allez aujourd'hui visionner un webinaire qui se propose de faire le lien entre analyse technique, psychologie des marchés et son propre biais émotionnel. Avant de débuter ce webinaire, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle David Furcage, je suis analyste technique professionnel diplômé et vice-président de l'Association française des analystes techniques. Comme à l'habitude, je vais commencer par vous présenter le plan. Dans un premier temps, nous verrons le lien entre analyse technique et psychologie des marchés financiers. Dans un second temps, nous nous interrogerons sur notre propre psychologie dans le cadre de l'investissement sur les marchés, comment gérer ses propres émotions. Dans un troisième temps, nous verrons comment planifier une prise de position et toujours ce lien avec la psychologie. Nous verrons dans un dernier temps un cas concret pour enfin conclure. Alors depuis le début des années 2000, on voit l'émergence de plus en plus de papiers de recherche quant à un lien entre la psychologie et les marchés financiers. Et ce qui est intéressant, donc, pour rappel, c'est que justement l'analyse technique est une méthode qui permet d'appréhender l'état psychologique d'un marché. Comment ? Eh bien, à travers différents outils, elle jauge l'état psychologique de deux groupes qui s'affrontent, à savoir les acheteurs et les vendeurs. Pour rappel, sur un marché, à un instant donné, il y a aussi un autre groupe qui sont les neutres, qui ne sont pas en position et qui attendent éventuellement le moment opportun pour initier une position. L'analyse technique s'intéresse au prix, à l'action des prix. Et justement, ces prix cristallisent l'état de cette lutte entre ces deux groupes, les longs et les courts, et véhiculent une information qui sert justement de matière première à notre discipline qu'est l'analyse technique. Donc l'analyse technique permet de capter l'état émotionnel du marché à un moment donné. Et justement, que faisons-nous lorsque nous utilisons cet instrument, cette méthode, je dirais plutôt, qui est l'analyse technique? Nous utilisons des figures graphiques ou des indicateurs mathématiques, soit une combinaison des deux. Ce dont il faut se rappeler, c'est que ces outils témoignent d'un rapport de force et ils traduisent un sentiment, une opinion. L'utilisation de l'analyse technique ne consiste pas simplement à tracer des traits et observer des moyennes mobiles. Utiliser l'analyse technique consiste à jauger l'état d'un rapport de force. Alors, observons maintenant ce premier tableau qui relate de différents états psychologiques des longs dans une tendance haussière. Donc, dans une tendance haussière, en cas d'accélération de la tendance, l'état psychologique des longs est une grande confiance. Que font-ils ? Eh bien, dans le cadre de cette accélération, certains pyramident leur position et cumulent des positions acheteuses. Bien évidemment, ils contrôlent le marché. Comment se traduit cet état psychologique et ces différentes actions à travers la lecture d'indicateurs mathématiques ? Eh bien, vous avez des moyennes mobiles qui sont de pente positive, vous avez évidemment un MACD supérieur à 0 et ou des bandes de Bollinger qui s'écartent et on pourrait rajouter une infinité d'autres observations. Les éléments graphiques, en cas de grande confiance sur les marchés et d'accélération, eh bien, on observera parfois la sortie par le haut d'une zone d'accumulation comme un triangle avec des volumes qui progressent. Dans une autre phase de marché, qui est une décélération, donc la troisième colonne, si les marchés décélèrent, c'est que l'état psychologique des longs témoigne d'une baisse de confiance. Donc que font-ils et quelle action adoptent-ils s'ils perdent confiance ? Eh bien, ce qui serait logique, c'est qu'ils soldent une partie de leur position. Mais dans le cadre d'une décélération, ils contrôlent toujours le marché. Les vendeurs ne parviennent pas à faire baisser le marché, c'est simplement les acheteurs qui soldent leur position. Quelle est la traduction de cette action adoptée par les longs et de cet état psychologique ? Eh bien, on observe par exemple des divergences d'indicateurs. Et
les bandes de Bollinger, par exemple, se rétrécissent. Concernant les éléments graphiques, comment se traduit cette action et cet état psychologique? Eh bien, les sommets se forment de manière difficile. De plus en plus difficilement, le marché réalise des sommets. On peut aussi observer une diminution des volumes, ce qui témoigne d'une baisse de l'attrait à un moment donné des acheteurs sur un titre ou un indice. Dans le cadre d'un retournement de marché, donc la dernière colonne, eh bien, un retournement de marché, qu'est-ce que c'est? C'est un changement d'opinion. Les longs qui étaient confiants pour une valeur quelle qu'elle soit ou un indice changent d'opinion et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils soldent, s'ils sont disciplinés, leur position longue ou allègent une partie de leur portefeuille. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, ils perdent le contrôle au profit des vendeurs. À nouveau, comment on le retrouve, cet état psychologique et ces actions adoptées par les longs à travers la lecture d'indicateurs? Eh bien, les mois immobiles adoptent une pente négative, le MACD passe sous une zone inférieure à 0, et en revanche, les bandes de Bollinger, elles s'écartent de nouveau et témoignent justement de cette accélération, d'une nouvelle accélération baissière, donc au profit des vendeurs. Les éléments graphiques, quant à eux, donc dernière ligne, que l'on peut observer, eh bien, c'est déclenchement de figure de retournement, rupture de support, et les volumes progressent. Cette fois-ci, ils progressent parce que les vendeurs témoignent, ou du moins adoptent des positions short, et dans cette nouvelle tendance qui se dessine, vont cumuler des positions short et font progresser les volumes. Je vous rappelle que les volumes progressent dans le sens de la tendance selon l'un des principes de Charles Dow. Donc il y a bien un lien entre l'état psychologique d'un marché et les actions qui sont adoptées par le groupe des acheteurs ou le groupe de vendeurs et ce que nous utilisons en analyse technique, à savoir les indicateurs mathématiques ou bien la lecture de graphiques. Alors si l'analyse technique permet de jauger l'état psychologique d'un marché, d'avoir une vision de ce qui se passe dans l'esprit des autres acteurs de marché, elle permet aussi de prendre des décisions sur la base donc d'une méthode et d'un plan clairement établi par avance et qui doit être normalement scrupuleusement suivi. Pourquoi scrupuleusement suivi et établi à l'avance? Parce que une fois en position, eh bien, le marché amplifie nos propres biais psychologiques selon, je dirais, la catégorie ou le profil psychologique auquel nous appartenons. Alors afin d'étayer un peu le débat, on va jouer un petit peu au profiler à l'aide du tableau 2 qui présente donc les décisions éventuelles d'investisseurs qui sont placés à l'achat selon justement leur profil psychologique. Donc que se passe-t-il dans l'esprit d'investisseurs averses au risque, timorés et peureux lorsqu'ils sont positionnés à l'achat mais que le marché baisse? Eh bien, le plus souvent, ils coupent trop tôt leur position et se rappellent finalement qu'ils sont averses au risque et justifient donc leur action en coupant leur position. Alors en revanche, si le marché progresse, eh bien, ils se rendent compte qu'ils ont gagné une petite marge, mais étant donné toujours que ces investisseurs sont peureux, eh bien, ils se contentent de ce surplus, de cette petite marge, et éventuellement, à nouveau, coupent la position trop tôt, alors que s'ils avaient gardé la tête sur les épaules et peut-être mieux analysé la situation, eh bien peut-être qu'ils auraient observé que le marché aurait pu leur en donner davantage. Concernant ces premiers types d'investisseurs, donc les timorés, les averses au risque, en fait, ils ne sont pas faits initialement pour les marchés puisqu'ils sont averses au risque. Donc on n'entre pas sur un marché lorsqu'on est averse au risque, lorsqu'on n'a pas envie de prendre un risque important. Ce n'est pas du tout le lieu dans lequel il faut placer ses économies. Ceci étant, si l'on souhaite quand même contourner ce biais psychologique, eh bien intégrer l'analyse technique et un plan de trade, d'action donc discipliné permettrait de contourner ce biais.
Alors, voyons à présent ce qui se passe du côté de ceux que j'appelle par exemple des joueurs et des mégalomanes. Alors, en cas de baisse, eux sont en plein déni et ils moyennent parfois leur position. Ils sont même prêts à évoquer l'argument suivant: le marché n'a pas raison et j'ai donc raison contre le marché. Et ils moyennent donc leur position à la baisse parfois, et ce qui augmente considérablement le risque petit à petit. En cas de hausse, eh bien, ils sont confortés dans leur état psychologique donc de joueurs et de mégalomanes, et dans ce cas-là, ils sont capables de pyramider la position ou de la doubler, ce qui n'est pas forcément un mal quand on sait exactement ce que l'on fait et si effectivement on l'avait prévu. Enfin, dernier type d'investisseurs de profil que je présente ici, ce sont des investisseurs avides. L'investisseur avide, lui, ne réfléchit qu'en termes d'espérance de gain et non de risque. Et lorsqu'il est en risque et donc en position perdante, c'est quelque chose qu'il n'intègre pas et qui ne lui sert pas en réalité. En cas de hausse, que fait l'avide? Eh bien, il pense que le mouvement va se poursuivre sans fin, et au lieu peut-être justement de couper une position lorsque le marché n'a plus rien à apporter, eh bien il pense toujours que demain il gagnera davantage, donc il conserve cette position qui éventuellement peut se retourner à un autre moment, puisque les marchés ne montent pas, on dit que les branches d'arbres ne montent pas au ciel. Eh bien il aurait pu se couper à un certain moment, mais il ne le fait pas puisqu'il pense que demain il sera plus riche. Donc selon différents profils psychologiques, eh bien, on observe différentes actions et différents schémas de pensée. Si vous appartenez à un certain schéma, eh bien, vous pouvez quand même vous corriger en implémentant, ou du moins en réfléchissant par avance à un plan précis qu'il faudra suivre scrupuleusement, quelle que soit votre émotion. Bien évidemment, une fois en position sur le marché, on est toujours le fruit d'une émotion, de la joie, de la peur. Mais il faut contourner ce biais en suivant scrupuleusement son plan. Et une fois que la position effectivement est clôturée, alors on peut peut-être laisser jaillir ses émotions. Mais tant qu'on est en position, il faut suivre son plan de la manière la plus précise possible. Alors, comment planifie-t-on une action? Comme on l'a vu au début, l'AT est aussi conçu donc pour gérer un risque et une espérance de gain. Alors, que signifie gérer un risque et une espérance de gain? Eh bien, avant d'entrer en position, l'analyse technique permet de fixer des objectifs théoriques, mais aussi ce que l'on nomme le plus souvent donc un stop loss qui correspond à un niveau de risque. L'analyse technique permet de gérer ces deux éléments. Quel que soit le marché, que ce soit donc le forex, les actions, les indices et la stratégie, l'analyse technique permet de contourner donc son propre biais en planifiant par avance les actions à mener. Comment faire? Bien, avant de prendre position, il faut se poser les questions que je vais présenter ici, et l'analyse technique permet de répondre à ces questions, notamment à la question de timing. À quel niveau devrais-je initier une position? Avec quel type d'ordre? Est-ce que je m'attends à une accélération ou bien est-ce que je peux rentrer au marché? Deuxième niveau de question, et je place cette question avant la suivante, donc c'est quel sera le risque associé à cette position? Quelle est ma perte en capital maximale? Et cette perte en capital, à quel niveau de stop se situe-t-elle? Enfin, vais-je placer un stop suiveur ou un stop fixe? Et de quelle manière mon stop va s'adapter à une situation dynamique? Donc je rappelle que cette question précède la suivante, à savoir celle qui consiste à évaluer son espérance de gain et son objectif. On peut avoir un seul objectif, mais aussi se fixer des objectifs intermédiaires pour aussi, et ce qui est très important, sécuriser une partie des gains éventuels, donc s'il y en a.
Enfin, autre niveau de question qu'il faut bien évidemment se poser avant d'initier une position, c'est que fais-je par exemple si le marché ralentit avant d'atteindre mon objectif? Quelles sont les actions à mener? Donc si certains comprennent que l'AT, l'analyse technique, est un outil qui permet de mesurer l'état psychologique d'un marché, eh bien, en réalité, peu s'approprient vraiment la méthode pour corriger leurs propres biais. Et comme j'essaie de vous le montrer en fait depuis tout à l'heure, c'est que si justement vous êtes en présence de votre propre biais, si vous êtes perturbé par vos propres émotions, eh bien l'analyse technique qui permet de répondre à, on va dire, cette checklist, ce listing de questions que j'ai exposé ici, eh bien permet de contourner ce biais. Alors ce qui est très important, c'est que si on a planifié une action, il faut ensuite coller le plus possible justement à ce plan. Donc si les questions évoquées dans le slide précédent trouvent une réponse claire, et si la stratégie donc le permet bien évidemment, alors l'investisseur peut initier une position. Dans ce cas, le plan constitue une feuille de route selon différents états de la nature, comme on dit à l'université, mais donc selon la dynamique des marchés. Et ce plan, il faudra le suivre scrupuleusement, et bien justement, car une fois en position, nos émotions s'intensifient, nos peurs, nos doutes, notre euphorie. Et pour éviter justement d'être le biais de ces émotions, eh bien, le plan permettra de se prémunir contre notre personnalité. Alors voyons à présent comment le fait d'implémenter un plan dans sa stratégie permet, du moins facilite la prise de décision. Imaginez que en t égale 0, vous adoptiez une position initiale, donc qu'elle soit acheteuse ou vendeuse, avec un stop suiveur. En t égale 1, le cas défavorable, votre stop loss est activé. Quelle doit être votre décision? Bien évidemment, solder la position à 100%, et donc cette position sera perdante. Dans le cas favorable, en t égale 1, vous pouviez aussi avoir atteint un premier objectif. Quelle peut être votre décision, eh bien, solder un tiers de cette position, ce qui permet de sécuriser une partie des gains et de rapidement transformer votre stratégie, votre prise de position en quelque chose de gagnant. Et donc les choses s'enchaînent comme ça en t égale 2. Le cas défavorable que vous avez sous les yeux, le cas favorable, un second objectif qui est atteint, et enfin, dans le cadre de l'objectif 2 atteint, un cas défavorable et un cas favorable qui s'affiche sous vos yeux. Donc, le fait d'avoir implémenté un plan a considérablement simplifié les choses en des états de la nature qui sont binaires. Soit j'ai tort, soit j'ai raison. Et selon ces différents états de la nature, le fait d'avoir préparé un plan et donc avoir réfléchi à différentes décisions selon la dynamique des marchés permet de simplifier les choses, de prendre des décisions justes. Et si l'on sort du contexte où en t égale 1, eh bien, la position a été perdante, eh bien, par la suite, le fait d'avoir structuré les choses de manière juste permet déjà de faire en sorte que une position initialement gagnante reste gagnante, mais d'adopter les décisions les plus justes, quels que soient les différents états de la nature. Donc imaginer un plan avant donc de prendre une position et le suivre scrupuleusement permet de s'extraire de ses propres émotions. Bien évidemment, cet arbre de décision peut être différent et il convient à chacun de réfléchir à sa manière d'établir un plan et aussi, bien évidemment, de gérer sa position. Je ne cherche pas ici à imposer, par exemple, le fait d'avoir 3 objectifs et un stop suiveur, mais simplement à vous montrer que la préparation d'un plan et une discipline permet de s'extraire de son propre biais. À présent, je vais illustrer ce qui vient d'être dit avec un cas concret, celui du 17 mars 2011. Le graphique que vous avez sous les yeux représente l'euro-dollar, donc en fréquence 1 heure. Admettons que ma stratégie consiste à rechercher des zones de consolidation et lorsque les prix s'extraient de ces zones de consolidation, eh bien, jouer l'accélération. Sur ce graphique, vous pouvez observer que entre 18h et 9h du matin ici, eh bien,
l'euro-dollar évolue en tendance latérale. Alors le plan consisterait ici à déterminer un objectif. Donc l'objectif d'une zone de consolidation de cette forme-là consiste à mesurer l'écart entre le support et la résistance que l'on reporte au point de sortie et l'on trouve un objectif potentiel. Le plan consiste à acheter soit dès la rupture ici à 10 h du matin, soit sur pullback les heures qui suivent. Un premier objectif pourrait être la zone qui se situe sur le graphique ici. Le stop suiveur, lui, je le situerai bien 100 pips au-dessous du point d'entrée qui se situe lui autour de 1,40. Donc à 1,3900, je rappelle, c'est un stop suiveur. Il se trouve que dans ce cadre-là, soit j'ai raison, soit j'ai tort. Pour le coup, dans cet exemple-là, on a raison puisque le graphique, du moins l'euro-dollar, accélère vers le haut et atteint un premier objectif à 1,4150. Sur ce premier objectif, je solde un tiers de la position et mon stop suiveur qui était initialement à 1,39, qui se situe toujours 100 pips plus bas, et bien comme les prix ont atteint le niveau de 1,4150, mon stop suiveur se situe à 1,4050 aux alentours de cette zone. Donc ce stop n'est plus un stop loss, mais un stop profit. Ce qui signifie que d'une part, j'ai soldé un tiers de la position sur laquelle je suis gagnant, mais mon stop loss est à présent un stop profit, et de toute façon, ma position est gagnante. En suivant mon plan, j'ai transformé une stratégie en une position gagnante. Dans le plan que j'avais initialement imaginé, je n'avais pas forcément pensé à un second objectif, mais je m'étais dit j'atteins un premier objectif et après on verra selon la dynamique des marchés. En d'autres termes, si le marché s'essouffle, je sortirai une autre partie de ma position. Sur le graphique que vous pouvez observer, eh bien l'euro-dollar évolue au-dessus d'une droite de tendance ascendante sur laquelle, comme vous pouvez l'observer, il y a 3 points de contact. Je vous rappelle qu'en analyse technique, pour tracer une droite de tendance, il faut qu'il y ait 3 points de contact. Et il se trouve que sur le graphique, vous pouvez observer la rupture de cette droite de tendance, ce qui signifie que si un indicateur de suivi de tendance n'est plus d'actualité, eh bien la tendance qui prévalait est elle aussi plus d'actualité. Par ailleurs, autre élément important, en dehors de la rupture de la ligne de tendance, une divergence baissière d'indicateurs. Donc on a deux éléments qui pointent vers la même conclusion. L'accélération initiale que nous avons ici perçue et utilisée est en train de se tarir par là. Une divergence de MACD et la rupture d'une droite de tendance ascendante. Eh bien, qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que la tendance est en train, à ce stade, non pas de s'inverser, mais de s'essouffler, je sors un autre tiers de ma position à 1,42, qui se situe donc ici. J'attends bien de voir ce qui se passe pour m'assurer que ce n'est pas un mouvement partiel, mais un vrai essoufflement de tendance. Mon stop se situe toujours 100 pips plus bas, donc à 1,41. Par la suite, l'euro-dollar continue de distribuer et touche mon stop suiveur à 1,4000, niveau sur lequel je solde le dernier tiers de ma position. Ce que je voulais illustrer à travers ce cas concret, c'est que on peut avoir une stratégie. Par exemple, ici, la stratégie consistait à jouer la sortie de la zone de consolidation. Et ensuite, j'essaye de traduire cette stratégie à travers un plan concret qui, lui, détermine le niveau de risque. En l'occurrence, ici, j'avais un stop suiveur de 100 pips, détermine des objectifs. J'avais un premier objectif sur la zone de 1,41, 40, 1,41, 50. Et ensuite, dans mon plan, je m'étais dit que je prendrais des décisions en fonction de la dynamique des marchés. Et le fait d'avoir
déterminer un plan à l'avance et de le suivre rigoureusement m'a permis, quel que soit mon état émotionnel et mon profil psychologique, de convertir une stratégie initiale en un plan. Et le fait de suivre ce plan m'a permis de générer ici une position profitable. Et c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut retenir pour ce webinaire, établir un plan pour s'extraire de son biais émotionnel. Je vais à présent conclure sur ce qu'il fallait retenir de ce webinaire. L'une des premières idées que j'avais évoquées, c'est que l'analyse technique permet d'appréhender l'état psychologique d'un marché. Donc observer des indicateurs mathématiques, des figures graphiques, permet de comprendre le comportement des longs et le comportement des courts. Une autre idée sous-entendue, celle-ci, c'est que la technique ne suffit pas pour gagner. Vous pouvez être un excellent stratège, un excellent analyste technique ou analyste fondamental, ce n'est pas suffisant. C'est une condition nécessaire pour gagner. Il y a en réalité deux conditions pour réussir sur les marchés. Bien évidemment, une bonne technique, une bonne méthode, une bonne stratégie, mais aussi une bonne gestion de ses émotions. Et en réalité, c'est la combinaison des deux, la bonne technique et la bonne gestion des émotions, qui permet de transformer donc des stratégies, des idées sur les marchés en position gagnante. Dernier élément, l'analyse technique est un outil qui permet de définir un scénario, qui permet aussi de définir des objectifs et des zones de stop, et donc de définir un plan d'action extrêmement précis. Si ce plan d'action extrêmement précis est scrupuleusement suivi, eh bien, on pourra lever le problème de la gestion de ses émotions et contourner son propre biais psychologique. Et c'est là-dessus que je voulais conclure, c'est ça l'élément le plus important de ce webinaire. Je vais vous remercier pour votre écoute. Je remercie, comme à l'habitude, bien évidemment, le sponsor AvaFX, courtier sur le Forex et les CFD. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau webinaire sur trader-forex.fr. À bientôt.